On va rentrer directement dans le cœur du sujet. C'est effectivement, comme vous avez posé la question, c'est qu'est-ce que c'est ce parti politique qui se crée en 2001 et un an après, dans des élections anticipées, réussit à être le premier parti de la Turquie en termes de voix, 34% des voix, et par une disposition qui a été introduite dans le code électoral par les militaires qui ont fait le coup d'État en 1980, bénéficie de 2/3 des sièges au Parlement. C'est-à-dire qu'il a 34% des voix, mais dispose de 2/3 des sièges au Parlement. Et quel est ce dispositif introduit par les militaires en 1982 ? C'est une barrage nationale de 10% au niveau des élections pour être représenté au Parlement. C'est-à-dire qu'un parti politique qui se présente aux élections en Turquie doit doit réussir à obtenir 10% des voix au niveau national pour avoir un député au Parlement. C'est un parti politique qui a 9,8% n'a zéro député, et les sièges qui sont restés vacants sont distribués au prorata de leurs voix aux partis qui ont passé la barre de 10%. C'est ainsi que, en 2002, lors de ces élections anticipées, les partis politiques qui étaient au pouvoir, les 3 partis qui formaient la coalition gouvernementale et qui n'avaient pas pu empêcher le déclenchement d'une très grande crise économique en 2001, ont été tous les 3 évincés du Parlement, les uns obtenant 9%, un autre obtenant 9,8%, un troisième obtenant 7%, et arrivent à rentrer au Parlement simplement 2 partis politiques. Le parti AKP, qui est créé un an auparavant, qui a 34% des voix, et le vieux parti kémaliste, le Parti républicain du peuple, qui était, lui, évincé du Parlement en 1999. Donc, du coup, il ne faisait pas partie de cette implosion politique. Et avec 20% des voix, lui, il récupère 1/3 des sièges. Et le parti AKP, 2/3 des sièges. Donc, 46% des voix des électeurs sont hors Parlement avec ce dispositif, si vous voulez. L'ensemble des partis qui n'ont pas pu réussir passer la barre de 10% représentent 46% des voix. C'est une situation exceptionnelle, et comme cela arrive la plupart du temps, le dispositif qui avait été mis en place par les militaires dans leur génie, je dis ça, génie plutôt critique, dans leur génie électoral, dans leur génie politique, ces 10% qui étaient mis en place pour que les petits partis, entre guillemets, kurdes ou islamistes ne puissent pas entrer au Parlement, ça explose. Et c'est le parti qui vient du courant islamiste qui réussit à entrer au Parlement et disposer 2/3 des voix. Ce parti, évidemment, ne tombe pas du ciel. Le parti de justice et du développement est créé en 2001, mais les cadres de ce parti, dont Tayyip Erdogan, sont des cadres du vieux parti islamo-politique qui, au fil des interdictions par le Conseil constitutionnel, a changé de nom depuis sa première apparition en 1969. C'est le vieux courant d'islam politique turc qui avait, dans les années 70, 15% des voix, parfois 10% des voix. Dans les années 90, au milieu des années 90, avait formé une coalition gouvernementale avec une partie de droite libérale, mais qui avait été chassé du pouvoir, poussé à démissionner par les militaires en 1997. Et ce courant a connu plusieurs mutations, puisqu'au fur et à mesure du temps, le Conseil constitutionnel interdisait ce parti pour activité, entre guillemets, contraire à la laïcité. Et la dernière fois, en 1999, le Conseil constitutionnel interdit de nouveau ce parti, qui avait pris un nouveau nom. Et là, les jeunes cadres de ce parti politique, dont Tayyip Erdogan, qui avait été élu maire d'Istanbul en 1994, ou Abdullah Gül, qui est devenu le président de la République en 2007, et d'autres jeunes cadres du parti, vraiment les cadres
de ce parti commence à se révolter contre les vieux dirigeants de ce parti en disant « Vous nous amenez systématiquement à l'échec ». Votre obsession islamiste ne marche pas, il nous faut faire un aggiornamento. Et c'est là où Tayyip Erdogan crée en 2001 avec les jeunes cadres du parti un nouveau parti, concurrent de l'autre. Les vieux restent dans l'autre parti. Et il dit grosso modo, nous avons quitté les habits de l'islam politique. Nous serons le parti conservateur démocrate. Jusque-là, le terme démocrate, démocratie, était banni du discours de l'islam politique. Hein. Le mot démocratie apparaissait plutôt comme un terme, disons, nécessaire pour utiliser, pour se justifier dans un premier temps, mais l'objectif, c'était l'objectif en termes de discours, évidemment. L'objectif, c'est de créer la domination des règles de l'islam, mais pas du charia, etc. Hein, c'est du conservatisme radical. Donc, un aggiornamento qui lui permet, du coup, de rafler tous les électeurs un peu désabusés devant l'impuissance, devant les corruptions, devant les affaires qui sont révélées dans ces partis traditionnels. Et c'est vraiment une implosion politique. Il y a un vide politique et ce vide, très rapidement occupé par ce parti qui se situe et qui se déclare officiellement pour se qualifier comme un parti conservateur démocrate. En turc, il est interdit, la Constitution interdit à tous les partis politiques d'utiliser les signes religieux et des appellations religieuses. Normalement, évidemment, ils auraient bien voulu se déclarer conservateurs musulmans, démocrates musulmans, comme les démocrates chrétiens. Mais en Turquie, il est interdit d'utiliser un sigle religieux. Donc, du coup, au lieu de s'appeler démocrates musulmans, ils ont pris l'appellation démocrates conservateurs. Normalement, ça aurait été démocrates musulmans. Et ce parti, du coup, dispose d'une large majorité, capable même de changer la Constitution, parce qu'il faut au moins 2/3 de majorité parlementaire pour changer la Constitution sans référendum, dispose de cela. Mais, en même temps, Tayyip Erdogan et son équipe, soutenus par une partie de la droite libérale, qui a fait alliance avec ce parti, a devant lui une opportunité. C'est de changer la société turque, d'amener dans la société turque une plus grande mouvement démocratique, mais une démocratie conservatrice, évidemment, mais une démocratie quand même, et surtout de répondre à une aspiration de fond de la société, c'est-à-dire réaliser l'adhésion à l'Union européenne. Jusque-là, la gauche turque souverainiste était toujours très réticent devant la perspective d'adhésion à l'Union européenne. C'est le paradoxe turc. À la fois, les kémalistes modernisatrices veulent l'occidentalisation. C'est eux qui ont imposé par le haut l'occidentalisation depuis des années, depuis des décennies. Mais en même temps, ils sont hyper souverainistes. Donc, l'occidentalisation, oui, mais transférer la souveraineté à l'Union européenne, non. Donc, du coup, c'est tout leur dilemme, si vous voulez. Pendant des années, ils ont refusé de demander l'adhésion à l'Union européenne. Or, Tayyip Erdogan, il dit, tout ça, c'est des balivernes. Notre avenir, c'est dans l'Union européenne. Et à ce moment-là, l'Union européenne est très favorable vers la Turquie. Et il y a une conjonction d'opportunités qui fait que pendant quelques années, ce parti au pouvoir, n'ayant pas de résistance des souverainistes, des nationalistes au Parlement, a pu vraiment lancer par vagues successives des changements constitutionnels dans le cadre, en but d'adhésion à l'Union européenne, dans le cadre de l'harmonisation avec l'acquis communautaire. Et en contrepartie, la Turquie obtient en 2004
et donc Tayyip Erdogan et son parti, quelque part, réalisent leurs promesses, obtient quelque chose qui a été refusé 2 fois de suite dans les années 90, c'est-à-dire l'ouverture des négociations en vue d'adhésion. En 2004, la Turquie obtient cette date d'ouverture qui devrait commencer en octobre 2005. Il y a des tergiversations du côté européen. En octobre 2005, les négociations commencent pour la première fois officiellement avec la Turquie. Maintenant, la perspective d'adhésion est concrète. Maintenant, il y a des choses à faire. On commence à dire 2015, la Turquie peut être membre de l'Union européenne, etc. Et cette embellie dure à peu près 1 an, puisque 1 an après, l'Union européenne, dans la bouche de Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, en 2007, disent « Quoi qu'il arrive, la Turquie ne pourrait pas être membre de l'Union européenne ». À partir de ce moment-là, l'histoire va glisser autrement. Ça, c'est le facteur externe. Et du côté interne, évidemment, ce démocrate conservateur se rend compte que l'adhésion à l'Union européenne, non seulement n'est pas garantie, puisque là, il y a des empêchements physiques, quasiment idéologiques, quasiment de 2 grands pays de l'Union européenne, en laissant de côté les réticences autrichiennes, etc. Et de l'autre côté, changer les règles de vie, les fonctionnements de l'État, etc., sans avoir cette perspective d'adhésion, pour le parti au pouvoir, c'est se tirer une balle dans la tête. Parce que, du coup, les règles de transparence sur les marchés publics, par exemple, je vais vous donner simplement cet exemple. Les règles de transparence sur les marchés publics, le parti au pouvoir l'accepte dans un premier temps vraiment dans une logique de sacrifice pour l'adhésion à l'Union européenne, mais à partir du moment où l'adhésion à l'Union européenne n'est pas garantie, le parti au pouvoir dit, et Tayyip Erdogan le dit ouvertement, mais si les marchés publics, si j'applique les règles du marché public de l'Union européenne, les ressources principales de mon parti disparaissent. Donc du coup, moi, je ne peux pas exister. Donc, pourquoi faire ce sacrifice si, en contrepartie, la contrepartie n'est pas l'adhésion à l'Union européenne? Autrement dit, cette conception d'une démocratie qui n'est pas une conception essentialiste de la démocratie, c'est une conception extrêmement, je dirais, opportuniste de la démocratie. Tayyip Erdogan n'est pas un démocrate de cœur, c'est un démocrate, il a été un démocrate d'opportunité, si vous voulez. Parce que être démocrate à ce moment-là était le seul moyen pour lui d'occuper le terrain le plus large possible dans la droite. Donc, à partir de 2005-2006, et là, j'ai été un peu plus loin que ce parti, à partir de 2006-2007, petit à petit, cet enthousiasme des 4 premières années s'estompe et la Turquie se dirige de nouveau vers un autoritarisme qui a été son mode de fonctionnement depuis les années 20. Recep Tayyip Erdogan, il y croyait véritablement, il était sincère dans cette démarche pro-européenne, d'après vous? Parce que certains, à la lumière de ce qui s'est passé ensuite, disent qu'il avait probablement un agenda caché. Vous savez, nous ne saurons jamais. Le problème, c'est que l'adhésion à l'Union européenne, quand ça marche, ça crée ce que nous appelons en économie une dépendance de sentier. C'est que vous y entrez et les pas que vous faites vous obligent à avancer dans cette direction. Mais à partir du moment où le sentier est grippé, vous pouvez commencer à faire autre chose. Donc, je pense que Tayyip Erdogan, en 2002, 2003, 2004, et les électeurs qui l'ont soutenu, ils étaient plutôt sincères. Pour eux, c'était un vrai défi. La Turquie devenant membre de l'Union européenne, c'est une sorte de nouvelle refondation de la Turquie. Deuxième refondation de la culture après les années 20. Et Tayyip Erdogan se voyait déjà comme un peu le nouveau père de la Turquie, enfin membre de l'Union européenne. Donc, son désir de pouvoir n'a pas changé. Je pense qu'il pensait pouvoir laisser une trace comme deuxième père fondateur après Kemal Atatürk de la Turquie. Il avait déjà cette ambition à l'époque, mais il pensait probablement le faire dans le cas d'une adhésion à l'Union européenne. Mais à partir du moment où la porte de l'Union européenne était grippée et à partir du moment où
l'adhésion nécessite des sacrifices très importants. Ce n'est pas facile, ce processus d'adhésion. Et comme il n'est pas démocrate de conscience, démocrate de cœur, c'est un démocrate d'opportunité, il change de fusil d'épaule. À partir de là, il va de plus en plus vers l'autoritarisme. Il faut reconnaître aussi que l'ère du temps des années 2010, par la suite, est favorable en même temps à l'autoritarisme. Hein, c'est quand on voit ces glissements d'autoritaires, y compris même dans l'Union européenne. Donc, ce glissement d'autoritarisme de Tayyip Erdogan, dans un premier temps, n'apparaît pas comme quelque chose d'incongru. Après, les 2 dernières années, nous viendrons, ces 3 dernières années, les choses prennent une proportion totalement époustouflante. Mais en 2010, on sent déjà une tendance autoritaire forte de Tayyip Erdogan, mais cette tendance autoritaire, on va le retrouver aussi en Hongrie, on le retrouve un peu plus tard en Pologne, etc. Donc ce n'est pas très atypique, si vous voulez. Mais pour revenir à la question, l'agenda caché. Je crois que Tayyip Erdogan et son parti avaient un seul agenda caché, c'est de rester le maximum et le plus long possible au pouvoir, par tous les moyens. Par les moyens de l'Union européenne. C'est vrai que s'ils avaient réussi à réaliser l'adhésion à l'Union européenne, ils resteraient au pouvoir très longtemps d'une manière démocratique, dans une logique de la nouvelle force qui a permis à la Turquie de réussir à devenir membre de l'Union européenne, le vieux rêve d'un siècle qui se réalise. Et le premier pays musulman qui devient membre de l'Union européenne, c'était un peu leur rêve en même temps de dire « nous serons le pays du Sud » qui est le plus introduit dans le Nord. Donc nous serons le représentant non pas simplement du monde musulman opprimé, mais aussi de tout le Sud. C'est vrai que la Turquie a cette particularité. C'est le seul pays du Sud qui est membre de l'OTAN, qui est membre de l'OCDE, qui est membre du Conseil de l'Europe, qui est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Il n'existe pas d'autre pays du Sud qui est autant introduit dans les organisations du Nord. Donc, être membre de l'Union européenne, c'était en même temps pour eux apporter, dans leur logique conservateur, apporter en même temps la voix d'une société conservatrice, musulmane, démocrate, dans le cœur de l'Europe et d'être le représentant de cette sensibilité mondiale dans l'Europe. Donc, du coup, Tayyip Erdogan, probablement, si cette dynamique avait réussi, probablement aurait été un conservateur. Aujourd'hui, comme le sont les conservateurs autoritaires en Pologne et en Hongrie, on aurait eu beaucoup de problèmes avec lui en tant que membre de l'Union européenne, mais pas plus que Orban, ou pas plus que les frères Kaczynski. Donc, ça, c'est malheureusement l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière, mais je pense que là, ce qui explique cette histoire d'agenda caché. Deuxième chose, évidemment, être conservateur en Turquie ne peut se faire, dans sa grande majorité, ne peut se faire que par rapport à l'islam. Nous sommes un pays musulman. Être conservateur en Italie ne peut se faire que par rapport au catholicisme. Être conservateur en Pologne ne peut se faire que par rapport à une référence au catholicisme, ou être conservateur aux États-Unis se fait essentiellement par rapport, si on est vraiment conservateur, aux églises évangéliques ou au moins au protestantisme. Et en Turquie, conservateur signifie en même temps quelqu'un qui a ses références dans la religion locale, qui est l'islam. Alors, faut-il du coup considérer que l'islam est congénitalement fermé à la démocratie, auquel cas son agenda politique à Tayyip Erdogan, c'était strictement une utilisation de la démocratie afin de liquider la démocratie au pouvoir. A posteriori, en refaisant l'histoire à l'inverse, vu le point d'arrivée, oui, on peut y penser. Mais ce point d'arrivée n'était pas inscrit à l'avance. Ce que j'essaie de montrer, de vous expliquer, c'est que ce point d'arrivée aujourd'hui n'était pas inscrit en 2002. Ce point d'arrivée n'était pas inscrit
Par contre, le fait qu'il soit conservateur, oui, il le dit d'ailleurs, et il ne se cachait pas. Un conservateur, pas très démocrate, qui considère la démocratie essentiellement comme respect du résultat des élections. La conception minimaliste de la démocratie. N'a pas une culture démocratique, Tayyip Erdogan, ou la grande majorité de ses électeurs. Pour eux, la démocratie, c'est on demande son avis au peuple, et le peuple décide, et dans sa majorité, le peuple décide, et on applique. Comme Tayyip Erdogan est sûr d'avoir une majorité dans la sociologie de la Turquie contemporaine, sunnite, turc, conservateur. C'est les trois compositions majoritaires en Turquie. Les sunnites sont majoritaires, 80%. 75-80% de la population se considère comme turc ethniquement, même si c'est très compliqué la réalité des choses, mais ils se considèrent turcs ethniquement. Et 65-70%, 60%, 65% de la population se considère de droite et conservateur. Donc Tayyip Erdogan représente les trois. Donc du coup, il représente la majorité sociologique naturelle du pays. Et donc, il est facile d'être démocrate quand vous êtes sûr que chaque fois que vous allez devant les urnes, vous avez une garantie sociologique de majorité. Et donc, effectivement, aujourd'hui encore, nous savons cette démocratie non pas pluraliste, mais nous avons cette démocratie majoritariste. Et c'est le problème, je pense, l'agenda caché de Tayyip Erdogan, c'est que son discours de démocratie n'était pas une démocratie pluraliste, c'est-à-dire dans la démocratie, première chose, c'est le respect des minorités, des autres, des différents. C'est une conception majoritariste de la démocratie, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai la majorité derrière moi, je suis disposé à faire tout ce qui est autorisé par le pouvoir. Donc, l'agenda caché, je pense que en politique, l'agenda caché n'est pas un terme suffisamment explicatif, parce que cela signifie que quand les hommes politiques ont des ambitions autres que d'arriver au pouvoir et de rester au pouvoir. Tayyip Erdogan a une formation politique, a une conception, évidemment, qui est alimentée par une très longue séquence historique qui est l'occidentalisation en Turquie, et il représente en même temps à la fois une aspiration à devenir une puissance au même titre que les puissances occidentales. Ça, c'est le vieux rêve, retour de la grandeur de l'Empire ottoman qui est recherché. Mais en même temps, il est pour une redéfinition des repères civilisationnels de la Turquie. C'est-à-dire, il considère l'occidentalisation comme une aliénation par rapport aux valeurs traditionnelles de la Turquie. C'est toute l'ambivalence d'un pays entre deux régions, entre deux zones, à la fois aspirées par l'Occident, à la fois attirées par l'Occident, et en même temps ayant peur de cette occidentalisation en termes de perte d'identité historique, culturelle. Grosso modo, pour les conservateurs turcs, l'occidentalisation est importante pour pouvoir placer la Turquie dans le concert des nations au premier plan, mais l'occidentalisation est en même temps pour eux une sorte d'abandon des valeurs musulmanes et de devenir chrétien. Parce que pour eux, l'Occident est perçu encore comme, essentiellement, comme le lieu de domination des valeurs chrétiennes. Et évidemment, quand il y a des hommes politiques européens qui disent le fond de l'Occident, ce sont les valeurs chrétiennes, alors là, tous les musulmans, ils ont les cheveux hérissés sur la tête en disant « Eh bien voilà ce qui nous attend si on entre dans l'Union européenne ».
Alors la Turquie vit une période particulièrement compliquée, on va y revenir. Je voudrais juste que vous reveniez sur le fait que cette période compliquée, elle vient après une décennie finalement de succès pour la Turquie, avec notamment des succès économiques. Entre 2002 et 2007, je l'ai noté, la croissance économique en Turquie s'est chiffrée à 40%. Il y a aussi des succès diplomatiques, avec, au début en tout cas, avec cette bonne volonté diplomatique de la Turquie, avec cette politique de zéro problème qui visait à obtenir des relations avec les voisins, obtenir des relations de bon voisinage à la fois à l'ouest et à l'est. Alors, la crise économique de 2001 est une grande crise économique. Le PIB s'est contracté en une année de 7%. De 6 ou 7%, ça dépend selon les estimations. C'est pas rien, 7% de contraction du PIB en une année. Le taux de chômage qui passe subitement en l'espace de 6 mois de 9 à 15%, etc. Et les dispositions qui ont été prises avant même l'arrivée au pouvoir d'AKP, par le biais de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, avec l'arrivée d'un vice-président turc de la Banque mondiale qui est venu à la tête de l'économie turque à l'époque, Kemal Dervish, met en place des dispositifs de stabilisation financière, de stabilisation économique relativement importantes, notamment l'indépendance de la Banque centrale, etc., etc., parce qu'avant, les choses étaient un peu compliquées et donc, du coup, les gouvernements faisaient tout et n'importe quoi par rapport à la politique budgétaire et notamment la politique financière, ce qui avait été la raison principale de cette explosion financière de 2001. Donc, un assainissement institutionnel relativement fort, et AKP a poursuivi au pied de la lettre ce programme de stabilisation mis en place à partir de 2002. Et il se trouve que la conjoncture internationale est très favorable économiquement dans la première moitié des années 2000. Il y a des liquidités internationales importantes, la croissance économique partout démarre. La Turquie, en plus, commence à négocier son adhésion à l'Union européenne. Du jour au lendemain, la Turquie est devenue un pôle d'attraction régional économiquement. Jusqu'en 2001, la Turquie recevait, au bon an, mal an, 1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. Je vous donne simplement un seul exemple. Des années 80 jusqu'aux années 2001, 1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers. En l'espace de 2 ans, c'est-à-dire 2003, 2004, 2005, les investissements directs étrangers, le flux passe 10 milliards de dollars dans un premier temps, arrive à 15 milliards de dollars l'année suivante, arrive à 20 milliards de dollars en 2005. Cela montre comment, subitement, l'économie turque, dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne, dans la perspective d'une stabilisation de la démocratie, est devenue attirante, est devenue un pôle d'attraction régionale vis-à-vis de l'Union européenne, mais vis-à-vis aussi de la région. N'oublions pas que la Turquie a signé un accord d'union douanière avant même l'adhésion. C'était avant même l'ouverture de négociations. En 1995, la Turquie avait signé déjà un accord d'union douanière avec l'Union européenne. Donc, il y a une accélération. Et c'est vrai que, du point de vue de la discipline budgétaire, Tayyip Erdogan et son équipe sont très, très attentifs. Pas des dépenses publiques inutiles, diminution considérable de ratio de la dette publique grâce à l'augmentation de la croissance. Du coup, les indicateurs économiques de la Turquie s'améliorent d'une manière extraordinaire. Et à ce moment-là, la Turquie, Tayyip Erdogan, commence aussi à faire quelque chose qui va encore aujourd'hui. Il va retirer les bénéfices de cette politique. Il met en place une politique sociale, c'est-à-dire aide aux familles les plus démunies. Alors, la social-démocratie critique cette politique sociale en disant « oui, on leur donne des avantages en nature, on leur donne du charbon, on leur donne des pâtes, on leur donne du sucre, du coup, on achète leur voix ». Oui, mais en même temps, les pauvres commencent à bénéficier d'une vraie politique sociale. Gratuité de l'accès aux soins, construction de routes dans les régions reculées, etc., etc. Un énorme effort d'infrastructure
On considère que construction des aéroports, etc., est inutile, mais la Turquie est un immense pays, c'est 1,5 fois la France et plus étalé. Donc du coup, entre Istanbul et Diyarbakır, si vous ne mettez pas des lignes aériennes, il vous faut à peu près 30 heures, 24 heures en bus pour y aller. Donc, construction des aéroports, construction de routes, etc., tout ceci, et surtout la politique de santé, tout ceci va créer un élan de soutien des classes populaires, pas simplement par adhésion idéologique parce que ce sont des musulmans qui sont au pouvoir, ça joue. Ça joue d'une manière incontestable. Mais en même temps, une adhésion sociopolitique. Et là-dessus, Tayyip Erdogan, effectivement, jusqu'en 2007-2008, va continuer. La crise économique mondiale de 2008 va faire trébucher, évidemment, cette évolution. En 2009, la Turquie connaît une crise économique. L'économie se contracte. Mais cette fois-ci, en 2009, la crise économique n'est pas d'origine interne. Donc, très rapidement, la Turquie va prendre des dispositifs et en 2010, alors que l'économie européenne sombre de plus en plus dans une stagnation, l'économie turque, en 2010, va démarrer tout de suite avec une croissance de 6-7%. Mais, évidemment, à partir de 2011-2012, cette croissance s'essouffle. Et là-dessus, Tayyip Erdogan va essayer d'utiliser les vieilles recettes des années 50. Moi, quand je suis arrivé en France pour faire mes études d'économie après le lycée à Istanbul, je suis rentré donc à l'université Paris 1 et à l'époque, 72, 73, 74, et à l'époque, il y avait encore, et vous devez tous se rappeler, en économie, il y avait un vieux adage qu'on n'utilise plus maintenant. Quand le bâtiment va, tout va. Lui, il pratique ça. Hein, quand le bâtiment construit des routes, construit des logements collectifs, construit des hôpitaux, construit un palais présidentiel démentiel, etc. Mais en même temps, ça fait fonctionner l'économie. Évidemment, ce n'est pas une croissance de long terme. Ce n'est pas une croissance où la productivité augmente. Ce n'est pas une croissance où l'économie turque devient de plus en plus compétitive. Mais dans les temps de stagnation économique mondiale, ça fait du dynamique économique interne. Ceci s'épuise de plus en plus aujourd'hui, évidemment. Mais Tayyip Erdogan, de ce point de vue, la politique de Tayyip Erdogan est une politique conservatrice culturellement, très conservatrice culturellement, sur la question famille, etc., nous viendrons. C'est une politique économique néolibérale d'une certaine manière, mais pas du néolibéralisme à l'américaine, c'est du néolibéralisme pragmatique. En même temps, les dépenses publiques sont très importantes, on investit beaucoup dans les routes, dans les ports, etc. Et c'est une politique qui, au niveau de la politique extérieure, dans un premier temps, voulait être le pôle de stabilité dans une région hyper instable, c'est-à-dire le Moyen-Orient. La stratégie dont vous avez annoncé dans un premier temps, ça marche. La Turquie devenant, dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne, pour tous les pays de la région, la Géorgie, l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Jordanie, et y compris la Russie d'une certaine manière, pour tous ces pays, la Turquie, dans la perspective d'adhésion à l'Union européenne, devient le pays à partir duquel on peut entrer à l'Union européenne, soit pour commercer, soit pour culturellement réaliser des échanges, etc. Et la Turquie joue cette carte. Dans l'espace de 10 ans, la Turquie a multiplié par 3 le nombre de ses représentations diplomatiques. Aujourd'hui, la Turquie dispose du 5e réseau de représentation diplomatique au monde, si vous voulez. Et justement, c'était dans cette logique-là, hein, notamment vers l'Afrique, notamment vers l'Asie. Et je crois que le zénith dans cette situation, c'est l'apparition des... par exemple, la Turquie a fait un accord en 2007 avec la Syrie, un accord de libre circulation.
à partir de 2007, les frontières entre la Syrie est ouverte, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens sont ouvertes. Du coup, la Syrie commence de plus en plus à avoir son regard tourné vers la Turquie. L'Irak, c'est de la même chose. Même encore, si vous allez en Irak, vous verrez plutôt dans les marchés de Erbil, de Süleymaniye, y compris de Bagdad, plutôt des produits turcs que des produits irakiens qui sont dans les étalages. Et la Turquie devient une énorme puissance d'exportation, mais en même temps d'investissement, d'installation, etc. Et la stratégie annoncée par le ministre des Affaires étrangères en 2009, Ahmet Davutoğlu, c'est zéro problème avec nos voisins, ce qui est une bonne chose. Y compris même quelques tentatives de résolution du conflit avec l'Arménie. En 2009, pour la première fois, en profitant d'un match de foot entre la Turquie et l'Arménie, le président de la République turque fait un voyage à Erevan et au match retour, le président de la République arménienne fait un voyage en Turquie, mais ça capote très rapidement à cause de l'intervention d'Azerbaïdjan. Mais la Turquie vit juste dans cette séquence 2009-2011 une période où Tayyip Erdogan est à son zénith de popularité internationale. Si vous regardez par exemple l'hebdomadaire Time, vous verrez à l'époque où Economist, l'hebdomadaire britannique Economist, ou même les journaux Le Monde, Le Figaro ou Spiegel, vous verrez en 2010-2011 Tayyip Erdogan porté aux anges par les puissances occidentales. Et il se passe les printemps arabes. Pour les printemps arabes, dans l'Occident, et Tayyip Erdogan se voit aussi comme ça, la Turquie va devenir le grand frère du changement dans les pays arabes. C'est-à-dire, enfin, les pays arabes, de Tunisie jusqu'en Égypte, etc., vont prendre comme modèle le modèle de réussite internationale que représente la Turquie comme pays musulman. La Turquie est membre de G20 en même temps. J'ai oublié de compter parmi les structures dans lesquelles les structures de direction internationale dans lesquelles la Turquie est membre. Et Tayyip Erdogan se voit dans cette logique-là, effectivement. Et le dérapage, c'est à partir de ce moment-là, la Turquie commence à s'engager de plus en plus du côté des frères musulmans. Et on découvre que Tayyip Erdogan est très proche des frères musulmans. Jusque-là, on ne l'avait pas tellement vu. Tayyip Erdogan est très proche des frères musulmans. Tayyip Erdogan, dans un premier temps, conseille Ghannouchi en Tunisie, conseille celui qui est renversé en Égypte. Morsi. Morsi, j'allais dire, c'est son. Morsi en Égypte. Il est très proche de Bachar Assad et essaye à Bachar Assad de faire des réformes et il pense que Bachar Assad, comme le petit frère de Tayyip Erdogan, va suivre dans cette direction. Il s'oppose à l'intervention que Sarkozy organise en Libye, dans un premier temps. Il résiste. Et d'ailleurs, il ne va pas participer tellement à cette intervention libyenne. Mais très rapidement, avec l'échec qui apparaît en Syrie, l'échec qui apparaît avec le coup d'État de Sisi en 2013, très rapidement, le vent tourne. Et Tayyip Erdogan s'engage, par contre, là, il y a une dépendance de sentier, dans une logique de soutien à l'opposition de plus en plus djihadiste en Syrie, qui devient de plus en plus radico-islamiste en Syrie. Et là, subitement, c'est vraiment le changement, c'est été 2013, si vous voulez. Il y a quelques mois, la Turquie, Tayyip Erdogan était accueilli aux États-Unis comme un très grand chef de l'État. Quelques mois après, Tayyip Erdogan devient la bête noire de la presse occidentale et c'est la descente aux enfers. Face à ça, évidemment, la réaction du pouvoir,
c'est de plus en plus de l'autoritarisme parce qu'ils ont peur. En fait, Tayyip Erdogan a eu très peur quand il y a eu le coup d'État contre Morsi en fin juin 2013. Tayyip Erdogan a eu très très peur que le même scénario se réalise en Turquie. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu la paranoïa, c'est un peu la peur, c'est un peu aussi l'économie commence à piétiner, et donc la fuite en avant dans un autoritarisme de plus en plus exacerbé. Ce soutien à Daesh que vous avez mentionné, plus ou moins affirmé, il est stratégique ou idéologique selon vous? Parce que c'est un calcul qui peut paraître extrêmement dangereux quand on le voit en tout cas rétroactivement. Alors, le soutien n'était pas à Daesh au départ. Et je ne suis pas sûr que la Turquie a soutenu ouvertement, structurellement, directement le Daesh. La Turquie a soutenu les organisations d'opposition qui initialement étaient plutôt Ihvan, c'est-à-dire les frères musulmans, mais les frères musulmans s'est avéré être une force de baudruche. Ils sont implosés très rapidement, ils ont perdu l'espace très rapidement. D'autant plus que les frères musulmans en Syrie étaient beaucoup plus radicaux que les frères musulmans en Égypte et plus enclins à se saisir des armes. Puisque les frères musulmans en Syrie avaient un vieux vendetta vis-à-vis du pouvoir syrien. Ils avaient organisé une révolte, un soulèvement contre le pouvoir syrien en 1982 et cette révolte à Hama avait été écrasée d'une manière extrêmement violente. On pense qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont mortes lors de cet écrasement et un tiers de la ville de Hama avait été rasée par le pouvoir syrien. Donc, il y avait une vieille vendetta, si vous voulez, un vieux règlement de compte entre frères musulmans et le pouvoir du clan Assad. Et donc, du coup, il y a eu très rapidement un glissement dans l'opposition, un glissement vers des stratégies de violence et prise de réaction armée, etc. Mais la Turquie, avec les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, a soutenu d'abord l'opposition syrienne, qui était une opposition qui est devenue de plus en plus de coloration musulmane. Parce que pour eux, la chose à abattre, c'était Bachar el-Assad, et la seule puissance capable d'abattre Bachar el-Assad, c'était cette opposition musulmane. Cette opposition musulmane est devenue de plus en plus radicale. Autrement dit, la Turquie soutenait, par exemple, Al-Nusra, qui était une prolongation de Al-Qaïda, sans que ce soit forcément Al-Qaïda sur la Syrie, mais les passages d'un clan à l'autre dans l'opposition djihadiste est quotidien. Vous soutenez une organisation djihadiste qui n'est pas État islamique ou Al-Qaïda, 2 jours après, les gars que vous avez soutenus peuvent passer armes et bagages dans l'autre camp. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Les Américains ont essayé de former 1000 militaires, 1000 soldats en Turquie dans un programme de renforcement de l'armée libre syrienne. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Le premier contingent, une centaine de soldats, est entré en Syrie. Le lendemain, un tiers était passé armes et bagages dans le camp de l'État islamique. L'autre moitié avait vendu ses armes au mieux offrant. Et il leur restait une petite poignée et ils ont arrêté l'opération d'ailleurs. Ça leur a coûté beaucoup d'argent. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas cette... les clans ne sont pas constitués d'une manière rigide. Hein. Il y a une énorme fluidité dans le camp djihadiste ou musulman, opposition musulman en Syrie. Le soutien de la Turquie à la logistique de Daesh a continué même après le revirement de la position américaine, française et britannique à ce sujet. Vous savez que les États-Unis ont failli intervenir après l'utilisation d'accusations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, et c'est le vote contre l'intervention en Grande-Bretagne qui a empêché la mise en place de cette opération, et les Américains ont changé après de fusil d'épaule. La France est restée pendant très longtemps dans la position turque, c'est-à-dire soutien aux djihadistes, à l'opposition syrienne. Mais l'opposition syrienne est 80% djihadiste, de différentes manières. Hein. Quand on dit djihadiste, en même temps, c'est pas forcément ceux qui tuent, ceux qui ne sont pas forcément les plus
les plus sanglants. Il y a aussi ceux qui sont musulmans et se considèrent comme musulmans sunnites, etc., et se battent contre un pouvoir qu'ils considèrent comme impie. La Turquie, malheureusement, a laissé pas mal de temps, jusqu'à encore, je dirais, 1 an, a laissé l'utilisation de la frontière turque comme un lieu de passage, un soutien logistique à l'opposition, je dirais, musulman, sunnite, opposition musulman, sunnite, syrien. Alors, dedans, il y a tout. Il y a État islamique, il y a Al-Nusra, il y a Ahrar el-Sham, il y a d'autres organisations qui ne sont pas forcément proches de l'État islamique, même parfois ennemies, mais l'ensemble fait une nébuleuse radicaux-musulmans. Et la Turquie, aujourd'hui, paye cette complaisance avec la création des cellules dormantes d'État islamique en Turquie, évidemment, en contrepartie. Hein, la plupart des attentats que nous avons connus depuis 1 an et demi sont des attentats, pas tous, mais une partie importante des attentats, dont celui du 31 décembre, comme le dernier, le plus récent et un des plus sanglants, ce sont des attentats de l'État islamique, soit organisés par des ressortissants turcs, en Ankara par exemple, en octobre 2015, ou organisés par des militants venus de la Syrie, comme c'était le cas le 31 décembre. La Turquie, malheureusement, de ce point de vue-là, s'est engagée à créer un peu ses propres démons, en pensant que Bachar el-Assad allait tomber très facilement, comme a tombé Moubarak ou comme a tombé Ben Ali. Ça, c'est une erreur extraordinaire d'appréciation, une méconnaissance de la réalité syrienne par rapport à la réalité égyptienne et tunisienne. Et d'ailleurs, on est très étonné qu'un pays qui a été pendant des siècles, la Syrie était un département de l'Empire ottoman, que les dirigeants turcs, et plus particulièrement des dirigeants sunnites qui ont le regard vers les pays arabes, aient autant de méconnaissance sur la sociologie politique de leurs voisins. Alors dans ce contexte particulièrement troublé, tant en interne qu'en externe que vous venez de décrire, quel est votre regard sur les événements qui viennent de se passer cet été? Je pense bien évidemment au coup d'État, et notamment avec le recul qu'on peut avoir quelques mois après, et à la fois sur les instigateurs de ce coup d'État, et puis ce qui a suivi, bien évidemment, les purges. Alors, le coup d'État de 15 juillet est un vrai coup d'État, mais un coup d'État qui a raté. Donc, du coup, a posteriori, comme tous les coups d'État qui ont raté, ça nous donne l'impression que c'était un coup d'État organisé par des pieds nickelés. Mais c'est parce que c'est un coup d'État raté. S'il avait réussi, on n'aurait jamais eu cette impression-là. Pourquoi le coup d'État a raté? Parce que le coup d'État a été éventé à peu près 12 heures avant son passage à l'action. Le coup d'État a été organisé pour commencer à 3 heures du matin le samedi 16 juillet, et vendredi, la veille, dans l'après-midi, un officier qui a eu l'ordre de bombarder le bâtiment de service secret, un officier de l'aviation, hélicoptère ou avion, je ne me rappelle plus, va voir les services secrets et révèle une opération. Initialement, ils ne comprennent pas que ce soit un vrai coup d'État, ils pensent que c'est plutôt une attaque contre les services secrets, et après, etc. Et je crois que, du coup, comme le coup d'État avait éventé, un nombre important d'officiers qui étaient prêts à passer à l'action, au dernier moment, sont restés chez eux, dans leur bureau, et les officiers les plus fanatiques, c'est-à-dire les officiers gulenistes, sont passés à l'action tout seuls, ce qui donne cette impression d'un coup d'État miniature voué à l'échec, etc., mais quand même sanglant. Hein. Les affrontements du coup d'État ont tué quand même 247 personnes. Il y a eu quand même des affrontements. Alors, ce coup d'État, Tayyip Erdogan l'a très très bien résumé. À partir du moment où il
était quasiment sûr que les choses avaient été sous contrôle. C'est-à-dire, samedi matin, vers 5 heures du matin, son avion atterrit à Istanbul. Première conférence de presse à l'aéroport d'Istanbul. Et il dit, voilà, il avait demandé aux gens de descendre dans la rue pour défendre. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est son droit. Et il remercie aux gens d'être des milliers à l'aéroport pour l'accueillir, etc. C'est vrai que le fait que les gens soient descendus dans la rue avait désemparé pas mal les putschistes. Et puis faire un coup d'État un vendredi soir à Istanbul à 9 h du soir, c'est pas très facile parce que les chars d'assaut sont bloqués dans l'embouteillage. Donc on a bien vu pourquoi on faisait toujours les coups d'État à 3 h du matin. Et il dit quelque chose qui est, je pense, la phrase clé pour comprendre ce qui se passe après. Il dit, ce coup d'État est un don de Dieu. Comme ça, on va pouvoir purger les gulenistes. Et évidemment, quand on commence une purge comme ça, on ne s'arrête pas aux gulenistes. On va purger tous ceux qui nous déplaisent dans l'administration, dans l'État. On va utiliser, donc, le don en question, c'est de donner au pouvoir une justification pour suspendre l'état de droit. Donc, depuis cette date, en Turquie, pour résumer, l'état de droit n'existe pas. Le gouvernement a lancé, 5 jours après le coup d'État, a décrété l'état d'urgence, mais ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence en France. Dans le cadre de l'état d'urgence, le gouvernement publie des décrets-lois qui ne sont pas qu'on ne peut pas contester devant le Conseil constitutionnel, ni contester les applications des décrets-lois devant le tribunal administratif. Donc, du coup, ce sont des décrets-lois qui décident que 8000 enseignants et licenciés, enseignants fonctionnels et licenciés, le jour même, sans justification. La publication du décret-loi dans le journal officiel vaut l'annonce de licenciement. 77 000, maintenant ça a dû atteindre 80 000 fonctionnaires sont licenciés par décret-loi. 30 000 fonctionnaires sont suspendus. À peu près environ 400 entreprises supposées être dans l'environnement de Fethullah Gülen sont sous administration judiciaire. Mais on ne va pas s'arrêter là. Du coup, on va aussi on va viser aussi l'opposition kurde. 11 députés aujourd'hui de l'opposition kurde, du parti kurde, qui est quand même le 3e groupe parlementaire en Turquie. Hein. Ce n'est pas un parti de 3 députés. Ils ont 59 députés. 11 de leurs députés sont en détention préventive, dont les 2 coprésidents. Ce parti kurde avait gagné 102 municipalités en Turquie en 2014. 54 municipalités, les maires sont dessaisis, sont en prison et ce sont des administrateurs judiciaires qui gèrent les mairies. Tous les médias kurdes sont interdits. Télévision, radio, associations, journaux sont interdits. 146 journalistes au jour d'aujourd'hui sont derrière les barreaux. La Turquie est la plus grande prison au monde pour journalistes aujourd'hui. C'est pire que la Chine. Non seulement la Chine, c'est 1 milliard et des poussières, et donc proportionnellement, c'est normal qu'en Chine, il y ait plus de journalistes en prison. Même en valeur absolue, la Turquie est aujourd'hui le premier au monde. On dispose d'un triste record mondial actuellement. 35 000 personnes sont sous les barreaux depuis le coup d'État. Certaines sont des vrais putschistes qui sont sous les barreaux, mais sur les 35 000, les vrais putschistes, c'est-à-dire ceux qui sont passés à l'action ou ceux qui les ont soutenus ouvertement, représentent une infime minorité. Sur les 35 000, ça ne dépasse pas 5 000, 6 000, voire 8 000 éventuellement. Le reste, ce sont des gens qui sont soupçonnés de soutenir une organisation terroriste. Une organisation terroriste Fethullah Gülen, cette communauté Gülen, ou organisation terroriste PKK, ou tout simplement ce que Tayyip Erdogan a appelé une cocktail d'organisations terroristes.
C'est-à-dire que vous pouvez être accusé, comme un de nos confrères journalistes, de faire la propagande de 3 organisations terroristes différentes, dont 2 qui sont plutôt en rivalité. Donc nous sommes dans le don du Dieu, ou la grâce du Dieu, ça dépend, on peut traduire dans les deux cas. Ce don du Dieu au pouvoir, à Tayyip Erdogan, c'est de suspendre l'état de droit et de diriger le pays dans une logique où l'indépendance de la justice est supprimée, le Parlement est bâillonné et que le pouvoir exécutif dispose de tous les pouvoirs. La séparation de pouvoir est annulée. Donc, nous sommes dans un régime de l'arbitraire total aujourd'hui et nous nous enfonçons de plus en plus dans un régime d'arbitraire total, d'une sorte de dictature constitutionnelle. Et Tayyip Erdogan veut utiliser cette situation d'état d'exception où l'opposition est sonnée, bâillonnée, sonnée. 200 ou 300 personnes subissent des enquêtes judiciaires dont une partie sont en prison pour avoir envoyé des tweets qui sont considérés comme offensant le pouvoir. Certains sont injurieux, j'en conviens. Mais néanmoins, l'injure contre le pouvoir n'est pas une peine dont la détention provisoire est justifiée selon la loi. Mais Tayyip Erdogan, aujourd'hui, le pouvoir, ce n'est pas simplement Tayyip Erdogan, il ne faut pas le personnaliser. Le pouvoir, le parti au pouvoir, aujourd'hui, est en train de constituer et préparer, et c'est au jour d'aujourd'hui, des propositions d'amendements constitutionnels sont discutées au Parlement, un amendement constitutionnel afin de mettre en place un régime, je dirais présidentiel, mais ce n'est même pas un régime présidentiel. C'est un régime d'autocratie constitutionnelle, où le président de la République peut être membre d'un parti politique, il est à la fois l'unique chef de l'exécutif. Donc, il est membre, autrement dit, quand il est membre d'un parti politique, il est chef du parti politique. Hein, il ne sera pas un vulgaire membre, évidemment. Il sera le chef du parti majoritaire. Il sera le chef de l'exécutif. Il aura la possibilité, comme Poutine, de déclarer, de lancer ce qu'on appelle les décrets présidentiels et nommer le 3/4 des membres de la haute juridiction. Autrement dit, c'est le régime de unicité des pouvoirs. Hein, ce n'est pas le régime de séparation des pouvoirs, c'est le régime d'unicité de pouvoir. Et dans quelques mois, probablement, au Parlement, ça va passer. J'espère que non, mais il y a très peu de chances que ça ne passe pas. Et qu'au mois d'avril à peu près, ce changement constitutionnel va être soumis au référendum. Et nous allons avoir une campagne de référendum où dire non à ce changement va être considéré par le pouvoir comme un soutien à l'organisation terroriste. Alors certains disent que ces purges affaiblissent gravement l'armée turque à une époque où on assiste à la recrudescence du terrorisme, où il y a un réveil de la rébellion kurde. Est-ce que cela ne fait pas courir de graves menaces pour l'État turc même, hein? C'est d'abord la police. La purge dans la police est incomparablement plus que la purge dans l'armée. Hein, et là, dans la justice. Il y a 14 000 juges et procureurs en Turquie. 3 000, je crois, environ, ont été licenciés. Donc, imaginez le séisme, le vide créé. Et donc, sur ces 3 000, 2 000 sont en prison, je crois. Et dans la police, c'est la même chose. Des dizaines de milliers de policiers sont licenciés. Et surtout, la communauté Gülen, qui n'est pas du tout irresponsable dans cette affaire, hein, la communauté Gülen était une sorte d'organisation, un mélange d'Opus Dei et mafia, et ils avaient énormément investi dans les renseignements de la police. Selon les estimations du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, 80% des renseignements de la police étaient des cadres gülenistes. Ils ont été tous virés, plus ou moins. Mais donc, du coup, il n'y a plus de mémoire.
Les nouveaux arrivés sont des jeunes policiers qui ont 1 an d'exercice, 2 ans d'exercice, et il n'y a pas toute cette mémoire de suivi des actions des vrais terroristes de Daesh, etc. Donc du coup, il y a une vraie défaillance dans l'état sécuritaire en même temps. Alors ils veulent compenser cette défaillance par la répression et non pas par la prévention. Parce que leur capacité de prévention a tellement été ébranlée, cassée, que le seul moyen, c'est la répression massive. Et l'armée, de la même manière, effectivement, dans l'armée, il y a aussi des défaillances, mais vu la taille de l'armée turque, les conséquences sont moins graves que dans la police. L'armée turque est sur 40 000 officiers de l'armée turque, je crois que c'est 2500 officiers qui ont été rayés des cadres, 2000 je crois, et sur 90 000 sous-officiers, 1000 ont été rayés des cadres. Donc la capacité d'absorption existe dans l'armée, et l'armée au jour d'aujourd'hui est engagée dans une guerre. L'armée turque se bat aujourd'hui en Syrie. Donc c'est une armée qui est dans la guerre, ouvertement. Il y a, depuis que l'opération en Syrie a commencé, ça fait combien de jours, je ne me rappelle plus, mais ça fait à peu près un peu plus de 2 mois, une quarantaine de soldats sont morts dans le front contre l'État islamique en Syrie. Mais néanmoins, effectivement, il y a des défaillances sécuritaires, mais ces défaillances sécuritaires, je dirais, pas simplement à cause des purges. Le problème, c'est que Tayyip Erdogan attaque de tous les côtés. Les policiers et l'armée combattent en Syrie, combattent contre les rebelles du PKK en Turquie, bombardent les positions du PKK à Kandil. Les policiers pourchassent des malheureuses personnes qui envoient des Twitter, des messages soi-disant injurieux contre le Twitter, etc., ou contre des opposants journalistes. Mais du coup, ces policiers ne sont pas du tout mobilisés pour la prévention des vrais actes de terrorisme de Daesh ou d'autres. Les tribunaux sont totalement encombrés et quand vous êtes arrêté pour faire un interrogatoire, d'emblée vous passez 5 jours, ne serait-ce que pour prendre votre déposition, parce que les tribunaux sont débordés par ces affaires-là. Et en même temps, ça permet aux policiers de vous garder pendant 5 jours sans que vous puissiez contacter vos avocats. Les policiers gulenistes, malheureusement, les policiers gulenistes étaient plus intelligents et mieux formés. Les nouveaux policiers sont d'abord formés à la va-vite. Les policiers gulenistes étaient techniquement très avancés. D'ailleurs, c'était redoutable. Quand ils vous arrêtaient, ils vous avaient tellement écouté, surveillé, etc., qu'ils connaissaient mieux vous que vous-même. Donc, ils n'avaient pas besoin de torturer pour avoir des informations. Du coup, la torture avait disparu. Maintenant, la torture est venue massivement. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance sur vous. Maintenant, ils sont revenus à l'ancienne technique du suspect. Ils essaient d'aller aux preuves en faisant parler, etc., le suspect. Donc, du coup, ils maintiennent 30 jours. Ils ont fait passer la période d'arrestation de 4 jours à 30 jours dans le cadre de l'état d'urgence. Actuellement, la police a le droit de vous arrêter pendant 30 jours, l'état d'arrestation, etc., etc. Donc, en même temps, effectivement, c'est un pouvoir qui, sous une apparence de hyperpuissance répressive, c'est un pouvoir très fragile en même temps. Ce n'est pas parce que quand vous criez très fort et vous tapez très fort que vous êtes le plus puissant. C'est le cas aujourd'hui. Alors, j'ai une dernière question, après je laisserai la parole au public. C'est qu'on l'a dit, la Turquie est marquée par un autoritarisme de plus en plus marqué, la liberté de la presse qui subit des nombreuses attaques, des brèches dans la laïcité aussi. Il y a un tabou sur lequel Erdogan semble ne pas encore vouloir s'attaquer, c'est le tabou Kemal Atatürk. Est-ce que ce tabou, justement, il peut tomber selon vous ? Il est en grande partie tombé, mais Tayyip Erdogan n'a pas intérêt à casser le tabou de Mustafa Kemal parce qu'il a besoin d'un tabou, d'une dynamique de tabou,
pour pouvoir devenir deuxième Mustafa Kemal. Donc, casser le tabou de Mustafa Kemal n'est pas très intelligent de sa part. Mustafa Kemal est un dirigeant fondateur de la République. On va l'analyser non pas comme le père d'occidentalisation. Tayyip Erdogan a une autre version. Et les musulmans, les islamistes ou les conservateurs musulmans en Turquie ont une autre version de Tayyip Erdogan, de Mustafa Kemal. Pour les laïcs, Mustafa Kemal est le libérateur de la Turquie et celui qui a porté la Turquie vers l'occidentalisation. Pour les conservateurs musulmans, Tayyip Erdogan est le libérateur de la Turquie. Il a libéré la Turquie de l'occupation chrétienne. Donc, c'est la deuxième figure de Mustafa Kemal qui sera de plus en plus et qui est mis de plus en plus en avant. Et Tayyip Erdogan a son ambition de devenir le deuxième fondateur de la nouvelle Turquie. Donc, Mustafa Kemal a fondé la Turquie, a libéré le pays de l'occupation chrétienne, qui est une occupation discutable. Ce n'était pas tout à fait une occupation, mais peu importe, on écrit l'histoire comme ça. Maintenant, Tayyip Erdogan va refonder une nouvelle Turquie, et d'ailleurs, il dit aujourd'hui, tous les jours, que la Turquie vit sa deuxième guerre d'indépendance. Eh bien, merci, Monsieur Insel, pour ce passionnant exposé. Merci. On aurait peut-être dû prévoir une heure de plus parce que les questions sont nombreuses. On va prendre les questions du public. On a donc 20-25 minutes. On va prendre 2 ou 3 en même temps. Les questions, si vous voulez bien lever la main. Monsieur. Assez haut. Vous avez excellemment résumé la situation jusqu'à aujourd'hui, mais d'après vous, quel est l'avenir? L'avenir. Où va la Turquie? Merci. Une autre question? Oui, monsieur? Alors, il y a monsieur ici. Faut que je redescends. C'est fort. Alors, Oui. Oui, il y a une question ici. Ah. Deux questions là. La Turquie risque de sortir de l'OTAN. Bonne question. Ça va avec où va la Turquie, effectivement. Pardon? L'armée. Une question sur... Tenez. Oui. Donc oui, la Turquie, l'OTAN a voulu faire, enfin d'après ce que j'ai lu, à peu près 4 coups d'État depuis son élection de Erdogan, donc le dernier qui a encore foiré. Et donc là, les forces OTAN, je veux dire, font tout pour éloigner la Turquie d'un rapprochement avec la Russie, enfin même si ça... Ouais. Donc, rôle de l'OTAN. Et Et monsieur? juste, et puis une dernière question, c'était par rapport à l'agenda caché aussi. Vous n'avez pas parlé de 2023 par rapport à oui. sa vision justement de Oui, Erdogan oui. là-dessus. Mais c'est la refondation de 2023. C'est la deuxième République. Justement, juste une question par rapport à ça. Bon, on m'a dit que les ressources en Turquie, par exemple, ne peuvent pas être exploitées justement avant 2023, celles qui sont au Kurdistan. Les ressources minières ou pétrolières, par exemple. Aucune, non. Il n'y a pas de pétrole, malheureusement, au Kurdistan. Pourtant, à chaque fois, je lis des articles, des fois, on trouve... Oui. Mais ça, c'est une vieille... Malheureusement, c'est une vieille fantasme en Turquie. On ne comprend pas, alors que 100 km plus bas, il y a les richesses pétrolières les plus importantes du monde, et 100 km plus haut, il n'y en a pas. Donc, du coup, les gens, ils disent, il y a quelque chose... Mais malheureusement, la géographie, c'est comme ça. Mais bon, je reviendrai là-dessus. C'est une chance que nous n'ayons pas les ressources pétrolières. Sinon, on avait un vrai Poutine. On s'en approche, quand même. Oui, monsieur. Oui, l'armée turque qui avait été donc formée par Mustafa Kemal était très laïque aussi. Et comment elle s'arrange avec un pouvoir qui devient de plus en plus musulman et islamiste? Ok, on va peut-être... Alors, je vais tout de suite par la dernière question. L'armée turque était laïque, évidemment, mais depuis les années 80, pas simplement depuis quelques années, depuis les années 80, l'armée turque a eu peur aussi
d'avoir des officiers de gauche, des officiers qui soient des vrais laïcs, si vous voulez. Donc, du coup, à partir des années 80, ceux qui ont organisé le coup d'État s'étaient emparés d'une idéologie qu'ils appelaient la promotion de turco-islamistes, c'est-à-dire à la fois nationalistes et, disons, ethno-religieux. Hein. Et donc, du coup, c'était bien vu. Et d'ailleurs, c'est l'armée turque qui, après le coup d'État, a introduit le cours obligatoire de religion dans l'école primaire et secondaire, pour pouvoir justement faire barrage à la gauche, qui était vraiment des vrais laïcs, au sens proche du terme, et au sens européen du terme. Et l'armée turque a perdu la bataille, deuxièmement. Ils ont poussé... Ils ont fait un mini coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État, ils ont appelé ça un coup d'État postmoderne, justement, en 1997. Ils ont poussé le gouvernement islamo de droite, coalition, à la démission. Et à l'époque, ils étaient très contents. Ils avaient interdit, alors que jusque-là, ce n'était pas un vrai problème. Dans les années 90, ils deviennent de plus en plus rigides, adoptent une laïcité militante. Interdire, par exemple, l'accès aux jeunes filles à l'université avec foulard. À la rigueur, on comprend dans l'enseignement secondaire. Mais à l'université, ce sont des gens qui sont citoyens majeurs. Donc, du coup, imposer des codes vestimentaires à l'université, ça ne va pas. Donc, du coup, les islamistes vont aussi beaucoup user et abuser de ces arguments de laïcité militante. Et l'armée turque, en 2002-2003, pensaient que, comme ils ont fait en 1997, ils allaient encore pousser le pouvoir AKP, mais au niveau international, les choses avaient changé. D'abord, les Américains ne voyaient pas d'un mauvais œil l'émergence en Turquie d'un islam modéré, qui serait l'exemple pour le reste. Donc, du coup, c'est une armée de l'OTAN. Donc, quand les Américains disent le holà, l'armée de l'OTAN ne peut pas faire le coup d'État tellement. Hein. Les coups d'État précédents étaient plutôt un accord, d'une certaine manière, avec l'OTAN. Et deuxièmement, ils ont fait quand même des tentatives de déstabilisation. Et là, avec les gulenistes, les policiers gulenistes, avec des procès truqués, malheureusement, les procès truqués, déjà Tayyip Erdogan a cassé la résistance de l'armée à partir de 2008. Les fameux procès Ergenekon où des généraux étaient en prison, même le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major était en prison. C'était des procès truqués, hein, mais ils ont cassé l'armée. L'armée n'a pas pu résister, n'a pas pu empêcher cela, et je dirais, à ce moment-là, l'armée turque a perdu la partie. Aujourd'hui, l'armée turque est devenue, et surtout après le coup d'État, est devenue la grande muette. Mais c'est une bonne chose que l'armée devienne la grande muette, normalement. Hein. En France, dans le cadre de la démocratie, on préfère que l'armée soit une grande muette qu'une grande tribun. Donc, l'armée a perdu la partie. Mais, maintenant, même dans la situation actuelle, si les choses vont comme elles vont aujourd'hui, et là où va la Turquie, si les choses vont comme elles vont aujourd'hui, c'est-à-dire une crise économique de plus en plus grave, une instabilité politique, une instabilité économique, attentats, de tous les côtés, la Turquie, aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. Ça ne peut pas être une situation durable à long terme. Malheureusement, il peut toujours y avoir une réaction de l'armée pour sauver la Turquie, pour sauver la République. Et ce sera catastrophe. Si les putschistes avaient réussi le coup d'État de juillet 2016, aujourd'hui, nous étions dans une situation incomparablement plus catastrophique que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'ils auraient eu peu de légitimité populaire et ils auraient tendance à régner encore plus de violence et de la répression pour pouvoir rester au pouvoir. Et on aurait vécu probablement une guerre civile. Plus une guerre qu'aujourd'hui. Où va la Turquie?
Sincèrement, personne ne sait, et je crois que, y compris Tayyip Erdogan, ne sait pas. Nous sommes dans une situation où il n'y a aucune prévisibilité de court terme. Je ne parle pas de long terme. Hein. Il n'y a aucune prévisibilité de court terme. C'est pourquoi d'ailleurs il y a aujourd'hui une fuite massive des capitaux de la Turquie. La livre turque se déprécie tous les jours, mais pas de 1%, mais tous les jours. En l'espace de 15 jours, la livre turque s'est dépréciée de 15%. Et tous les jours, la livre se déprécie. L'économie turque commence... Bon, les effets vont se montrer évidemment dans un an et demi. Ça ne se voit pas tout de suite, l'effet de cette crise économique. La Turquie a pu sortir de son isolement parce qu'il y a quelques mois, la Turquie était vraiment isolée de tous les côtés. Tayyip Erdogan n'arrête pas d'injurier les Américains et mépriser les Européennes. Et d'ailleurs, les Européens lui ont bien répondu au Parlement européen en disant on arrête le processus de négociation, hein, la réponse du berger à la bergère. Et les Américains sont très irrités puisque Tayyip Erdogan et les représentants du pouvoir continuent à affirmer que la CIA était derrière le coup d'État de 15 juillet dernier et que la CIA organise plusieurs... et que la CIA est derrière la plupart de ces attentats. Et 80% de la population y croit. Aujourd'hui, 80% de la population croit que derrière les attentats, y compris de Daesh, il y a la CIA. Donc un anti-américanisme, mais un anti-occidentalisme exacerbé. La Turquie est entourée d'ennemis. Tout le monde veut du mal de la Turquie. Et Tayyip Erdogan, du coup, comme le héros qui va sauver la Turquie. Mais la visibilité à long terme, à court terme, nous n'avons pas. Les gens, certains pensent que si on va satisfaire Tayyip Erdogan, on va lui donner plein le pouvoir, peut-être il va se calmer et on va enfin souffler un peu. Mais ceci n'est même pas garanti. Donc, sincèrement, nous ne savons pas, je ne dis pas ça par coquetterie, hein, nous ne savons pas où nous allons. Est-ce que la Turquie peut sortir de l'OTAN ? Effectivement, de plus en plus, certains représentants du gouvernement, ils disent l'OTAN est devenue une puissance néfaste pour nous, soutient les Kurdes, les Américains soutiennent les Kurdes de Syrie contre nous, derrière le PKK, il y a les Américains, les Américains arment la rébellion kurde, etc. etc. Et l'OTAN... Pour l'OTAN, la Turquie, et surtout pour les Américains, la Turquie n'est plus un allié aussi fiable qu'autrefois. La dernière visite d'Obama au reste du monde, avant le passage du pouvoir, ça n'a pas tellement été remarqué en Europe. La dernière visite d'Obama il l'a fait, avant de céder la place à Trump, il a visité la Grèce. Et les Grecs lui ont dit, et ça c'est dans les journaux grecs, au cas où les bases militaires de l'OTAN, que l'OTAN utilise en Turquie, notamment Incirlik et Malatya, ne vous sont pas disponibles par la Turquie, la Grèce est à vos services. Pour l'OTAN, la sortie de la Turquie de l'OTAN, et là les dirigeants turcs, les militaires turcs sont bien conscients, mais malheureusement dans cette euphorie, paranoïa, perte de raison d'une partie importante des membres du pouvoir, je crois qu'ils ne se rendent pas compte, la sortie de la Turquie de l'OTAN probablement serait un immense cadeau fait aux séparatistes kurdes. J'ai beaucoup discuté avec des militants ou des conseillers proches du PKK. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils pensent toujours que dans un romantisme révolutionnaire, comme les Américains ont besoin des forces kurdes armées en Syrie, et sont en grande partie les forces du PKK enrôlées dans le cadre du YPG, les Américains vont soutenir
les actions du PKK en Turquie, où vont... Les Américains, tant que la Turquie est membre de l'OTAN, aucun pays occidental ne va soutenir une force qui lutte contre un pays membre de l'OTAN. Mais si la Turquie n'est plus membre de l'OTAN, là, les choses peuvent fondamentalement changer. Donc, du coup, pour la Turquie aujourd'hui, et là, les militaires sont bien conscients, le pouvoir est dans un romantisme exalté, donc du coup, je ne sais pas s'ils sont conscients vraiment, mais pour les militaires, effectivement, rester dans l'OTAN, c'est le dernier facteur de stabilité pour la Turquie. Merci. 2023, alors pour le pétrole, j'ai répondu, il n'y a pas de pétrole en Turquie. Tous les ingénieurs miniers nous disent qu'il n'y a pas de pétrole en Turquie. C'est comme ça, malheureusement. Mais heureusement qu'il n'y a pas de pétrole en Turquie, parce que si nous avions un pétrole en Turquie, l'économie turque aurait tous les défauts des pays exportateurs de pétrole. Vous savez que dans l'économie de développement, on appelle ça le syndrome pétrolier. C'est-à-dire que si vous avez du pétrole, vous êtes riche et très pauvre en même temps. L'Algérie, Venezuela, y compris même la Russie, sont des pays riches, mais en même temps très très pauvres. Il suffit que le prix du pétrole s'écroule et vous écroulez en même temps. 2023, effectivement, Tayyip Erdogan est un homme politique qui aime bien aussi mettre des objectifs. De ce point de vue, c'est un homme politique très habile. Des objectifs toujours historiques devant la population, mobilisation de la population. Alors, il avait commencé dans un premier temps 2023. Comme la Turquie, on voyait bien qu'en 2015 n'allait pas être membre de l'Union européenne, il avait lancé deuxième hypothèse, nous serons membres de l'Union européenne l'année du 100e anniversaire de la République, 2023. Maintenant, 2023 est devenu, l'Union européenne est quasiment disparue dans la perspective, 2023, ça va être d'une sorte de achèvement de la nouvelle refondation de la Turquie. Une refondation de la Turquie qui sera libérée de ces démons kémalistes, qui sera libérée de ces démons au sens des conservateurs musulmans, j'entends bien sûr, de ces démons laïcs militants, et la Turquie enfin sera réconciliée avec son passé historique, ses référents culturels historiques, donc un pays qui n'aurait pas honte d'être musulman. Un État qui n'aurait pas honte d'être l'État d'un pays à 99% musulman. C'est donc non pas le retour de la charia, etc. Ce n'est pas tout à fait leur objectif. C'est exactement une sorte de présence de la religion dans l'espace public, dans le cadre d'un État qui se dit séculier, laïque, mais dans une conception de laïcité qui n'est pas du tout, évidemment, la conception de la laïcité militante précédente. 2023, mais il n'y a pas que 2023. Il y a encore deux dates que Tayyip Erdogan aime répéter régulièrement. 2053. Alors, 2053, pourquoi? C'est le 500e anniversaire, c'est 600e anniversaire de la conquête de Constantinople par les Ottomans. Pour les musulmans, Constantinople n'est toujours pas totalement conquise. Pour les musulmans, les kémalistes ont empêché la conquête de Constantinople parce que le Constantinople, Istanbul, reste encore une ville cosmopolite et que Sainte-Sophie n'est pas une mosquée. Vous savez que Mustafa Kemal avait démosquéisé Sainte-Sophie et à partir de 1933 a eu l'intelligence pour casser cette confrontation, parce que c'est le lieu sacré par excellence des orthodoxes, Sainte-Sophie, avait transformé Sainte-Sophie en musée. Jusqu'à aujourd'hui, la Sainte-Sophie est un musée. Et la revendication des musulmans les plus radicaux depuis des décennies et des décennies, c'est la transformation, la réouverture de Sainte-Sophie sous forme comme mosquée. C'est l'achèvement de la conquête, deuxième conquête de Constantinople. Et puis, troisième date,
c'est 2071. Alors, 2071, Tayyip Erdogan, il laisse comme mission aux futures générations, génération pieuse, c'est son terme, génération pieuse et morale qu'il veut former. 2071, c'est l'entrée des Turcs, c'est 1000e anniversaire de l'entrée des Turcs en Anatolie. C'est la fameuse guerre de Malazgirt où les tribus turques se sont battus contre l'armée byzantine à la frontière aujourd'hui de la Turquie et de l'Arménie, et les Byzantins ont perdu la guerre, et c'est comme ça que les tribus turques ont pénétré dans l'Anatolie il y a à peu près 1000 ans. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez remarqué que c'est un dirigeant qui n'arrête pas de reconquérir le pays qu'il dirige. Et ça, c'est le fantasme, et ça, c'est la peur ancrée chez les Turcs. Je crois qu'on peut terminer avec ça. Qu'est-ce qui explique que Tayyip Erdogan arrive à mobiliser un soutien populaire aussi important? On a vu la partie économique, la partie politique sociale. Il est musulman, donc les musulmans, pour la première fois, veulent avoir un président de la République qui est très pieux et qui a le nom du Dieu tout le temps dans sa bouche. Tout ça, c'est vrai. Mais l'immense majorité des Turcs continuent à avoir peur d'être chassés un jour des territoires qu'ils ont occupés et qu'ils sont très fiers d'avoir occupés, d'occuper progressivement contre le Byzance, contre Byzance, etc. Les Ottomans n'avaient pas du tout cette peur, parce que pour les Ottomans ne voyaient pas cette vision comme une vision de conquête. Pour eux, c'était dans la nature des choses, dans une vision impériale. On gagne des territoires, on perd des territoires, etc. Les Turcs, ils ont voulu faire un État-nation, mais leur ambivalence, c'est que c'est de tous les côtés, quand on creuse l'Anatolie, tout ce qui sort de cette Anatolie rappelle aux Turcs qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ici et que la présence turque, progressivement, avec le génocide arménien in fine, avec les Grecs qui ont été chassés successivement, il se rappelle tout le temps des morts qui sont dans les placards et qui rappellent dans leur conscience, nous aussi, nous sommes propriétaires de ces territoires. Et donc, du coup, dans leur inconscience, il y a toujours cette peur qu'un jour, les puissances maléfiques occidentales, les puissances maléfiques vont chasser les Turcs de la Turquie. C'est ce que nous appelons le syndrome d'épaissement de l'État. 80-90% des Turcs pensent que les Occidentaux rêvent in fine de partager la Turquie, de d'épaisser la Turquie dans une réminiscence de la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le traité de Sèvres. Donc, il y a un fantasme, il y a une vraie peur. Et Tayyip Erdogan, et cette peur, pardon, n'est pas apparue avec l'AKP au pouvoir et Tayyip Erdogan au pouvoir. Cette peur, malheureusement, et c'est toute la responsabilité du pouvoir kémaliste, cette peur a été inoculée par le pouvoir kémaliste dès la fondation de la République. Dès la fondation de la République, le pouvoir kémaliste a appris aux Turcs que le monde entier est un ennemi de la Turquie. Moi, quand j'étais à l'école, on nous disait toujours que nous sommes entourés d'ennemis.